Alors, au sommaire ce soir, avec 4 éditorialistes de LVE, on a Ryoma Takeuchi, bonsoir. Rebonsoir, toujours Re. paré à lancer des pics et des lances. Je suis à vous. Ivan Zulfikar Pasik, bonsoir. Bonsoir. Rémi Ravel, bonsoir. Bonsoir. Et Clément Le Fur, bonsoir. Bonsoir. Voilà, tous les 4, oui, je vais bien faire les comptes quand même. Vous allez débattre de la position diplomatique de la Russie. Alors, la Russie, nain économique, on en parlait un petit peu en antenne, il y en a un que ça a fait hurler pendant la critique. Je n'ai pas hurlé, je n'ai pas du tout hurlé, j'ai juste réagi. Bref, Ivan Zulfikar Pasik, à vous. Non, économique, quand on voit le nombre de pays que ça touche, quand on parle de l'URSS, c'est quand même... et même aujourd'hui de la Russie... L'URSS n'existe plus, oui, il me je semble. sais, mais quand on parlait de l'URSS, au niveau de l'influence économique, c'est assez conséquent. Ils ont une capacité économique qui leur permet quand même d'essayer de construire un modèle qui s'appelle l'Union eurasiatique, qui se veut, en tout cas, être en compétition avec l'Union européenne, ce qui n'est pas rien. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut être viable sur le moyen et long terme, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'ils veulent faire. Donc, je ne sais pas si on peut parler de nain économique. Voilà, ça c'est à peu près ce que j'avais à dire pour l'instant. Une réaction de Ryoma Takeuchi. Oui, il y a sans doute d'un point de vue géopolitique et diplomatique une ambition, mais quand on voit par exemple ce que cela donne en Géorgie, en Ukraine, etc., il y a quand même cette idée que l'on doit en passer par les armes et que parfois ça passe par... Enfin, il y a une réticence, en fait, il y a comment dire, tout simplement un abandon du fédéralisme qui donne l'impression que c'est plutôt une politique agressive que de chercher une cohérence économique. Mais il n'y a pas eu il n'y a jamais... Enfin, le fédéralisme a été... S'il était là, on peut parler de 10 ans, et les années 90 n'ont pas été les meilleures pour la Russie. Et il ne faut pas oublier, ça je suis tout à fait au courant aussi, que la Russie est basée sur une économie de rente, et que cette économie de rente est un problème qui se pose pour son économie, qui pour moi est conséquente, et donc nain, je ne pense pas qu'on peut en parler, mais basée sur Ivan, pardon, je vous coupe. On revient sur la question de l'économie de rente plus tard dans le débat. D'accord, ça marche. Je vais donner la parole à nos 2 autres camarades, parce que je vous rappelle que vous êtes 4, donc un peu de discipline s'il vous plaît, messieurs. Rémi Ravel, vous demandiez la parole. Oui. Quand on parle de nain économique, si on revient juste aux chiffres, on voit que la Russie, elle est à peu près un PIB 10 fois inférieur à celui des États-Unis, qui a plus grande puissance. Donc, quand on voit ses ambitions, qui sont quand même de dominer une grande partie, c'est ça l'Union eurasiatique, elle se veut comme leaduse de cette union, pas comme l'Union européenne où on a plusieurs leaders, plusieurs moteurs, la France, l'Allemagne. On voit qu'avec une puissance économique vraiment moindre, elle essaye d'avoir une puissance diplomatique énorme, et ça marche aussi avec la Coupe du Monde qui va arriver. Donc je pense que ça vient de là aussi, ce côté nain économique comparé à ses ambitions. Clément Le Fur, vous êtes d'accord avec cette idée qu'au fond c'est un nain économique qui réussit à être un géant diplomatique ? Je crois que tout ça s'explique de manière assez facile en fait. Il y a la Russie a ce que n'a pas les États-Unis, c'est-à-dire 2 millénaires d'histoire. Il faut rappeler que les États-Unis sont un pays très jeune, et je crois qu'il y a dans l'imaginaire collectif, la Russie et notamment européen, la Russie a une place un peu spéciale. On a le couple Corbière-Garrido d'arborer un magnifique portrait de Lénine au sein de son immeuble. On trouve, chacun peut trouver une Russie qui lui plaît, que ce soit dans l'ouverture de 1812 de Tchaïkovski ou dans la Russie du XXe siècle de Lénine. Alors, est-ce que ça tient pas aussi à une assise territoriale ? Parce que justement, la Russie est à cheval sur tout un continent qui est l'Eurasie. Ça tient pas aussi à ça, peut-être, son importance diplomatique ? Bien sûr, et d'un point de vue purement des nombres, en termes de superficie, on parle quand même là d'un pays qui est
le plus grand au monde et qui s'étend, oui, de l'Oural jusqu'à la Chine. Donc, bien sûr, Même au-delà. Même au-delà, en effet. Jusqu'au Kouril. J'ai envie de vous demander, est-ce qu'il n'y a pas aussi un petit peu de politique là-dedans ? Est-ce qu'au fond, il n'y a pas aussi Vladimir Poutine qui a donné une place à la Russie qu'elle avait quand même perdue dans les années 90 ? Je vous donne la parole, Ivan. Oui, en tout cas, la Russie a eu une grosse crise, une des plus grandes crises de son histoire, voire si on la compare à d'autres crises avant et après, elle a quand même perdu 30% de son PIB dans les années 90. Est-ce qu'il y a une volonté de replacer la Russie sur le premier plan et une volonté de remettre la Russie à une place qu'elle occupait, que le pays occupait sous l'URSS ? Oui. Et ça se voit avec ce mondial de foot que beaucoup de pays, mais alors ça je suis pas très au courant, vous saurez beaucoup mieux que moi, veulent boycotter pour des raisons plus ou moins évidentes, mais le fait que la Russie se pose en contre-modèle, c'est aussi une position qu'elle a prise pour se démarquer d'une Europe envers laquelle elle s'est toujours rapprochée jusqu'au début du XXe siècle, jusqu'à la révolution communiste, et même après, d'une certaine manière. Et aujourd'hui, elle veut s'en démarquer pour pouvoir justement revenir sur le devant. Voilà. Alors, d'un mot sur le boycott, c'est un boycott diplomatique, hein, c'est pas un boycott sportif, qu'on soit bien d'accord. Il n'y a aucune équipe qui refuse d'y aller. On en reparlera sur elle du mondial de foot. Rémi, je vous voyais oui. Réagir. Oui, concernant, c'était... Attends, c'était quel point déjà ? C'était le point politique, le fait que il y avait que la Russie redevenait. Ah oui, voilà. Je suis pas d'accord. Elle va pas redevenir. Elle est déjà une très grande puissance. Oui. Rien que par son siège de sécurité, elle a déjà bloqué les avancées Ouais, américaines depuis un petit moment. Ça date de 1945. Oui, mais c'est pour ça. Elle a jamais vraiment perdu cette place de leaduse. Rien que par son. Elle est toujours le moteur de tout l'Est européen. Et même après la chute de l'URSS, les pays continuaient, même quand ils ont voulu se rapprocher de l'Union européenne, ils continuaient à avoir une grande... il y avait une certaine emprise de la Russie, on le voit avec l'Ukraine. Même l'Ukraine, aujourd'hui, il y a des grandes dissensions à cause de ça, de cette dualité entre l'Europe et la Russie. Donc, je ne serais pas d'accord pour dire qu'elle a complètement perdu cette place. Elle arrivera sûrement jamais à redevenir une superpuissance comme elle a été, comme l'Union soviétique a été, mais on ne peut pas dire non plus que elle a aucune place politique aujourd'hui. Pardonnez-moi, mais l'URSS n'était... Enfin, vous dites que c'était une superpuissance, l'URSS, mais c'est pas pour rien que je me suis permis de dire, peut-être avec un petit peu de provoque, que la Russie était un nain économique. On sait très bien qu'il y avait des chiffres qui étaient masqués du temps de l'URSS, que le PIB était surestimé, qu'il y a quand même... Certes, l'URSS avait une assise politique, mais c'était pas non plus un géant économique. Elle n'est pas aussi puissante, elle est très très loin derrière la Chine, et en réalité... Aujourd'hui, elle est très très loin. Oui, mais en réalité, elle était derrière... Enfin, l'URSS était derrière le Japon, à l'époque. Ah oui, mais le Japon est un pays fermé. Le Japon, il veut pas avoir cette... il veut pas avoir cette dominance politique qu'il a, il veut l'avoir dans son pays, mais pas comme l'Union soviétique le voulait, ce côté universel du communisme. Ryoma. Alors, universalisme japonais, c'est sûr que c'est... Bon, alors, c'est une toute petite parenthèse là-dessus, mais bon, le Japon faisait partie, entre guillemets, du monde libre. On a tous vu dans les, dans les manuels scolaires la triade, on est d'accord. Donc, États-Unis, Europe, Japon. Donc, Oui, alors ça s'appelle la guerre froide. Oui, non mais bon... le Japon, pays fermé, pas tout à fait, parce qu'il y a quand même, il y a une interconnexion avec le continent sur le plan industriel, mais à mon avis, je pense que la Russie, ce qui la caractérise dans ses relations, c'est-à-dire qu'il n'y a que sur le plan militaire qu'on va la voir avec un certain poids, mais après sur le plan économique, quand on voit par exemple que Vladivostok est en train de tout simplement de tourner en fait sur fond chinois, que les pays d'Asie centrale ont cette influence des pays islamistes ou musulmans, pas forcément islamistes, attention, parce qu'il y a des forces islamistes et des pays musulmans et toutes les nuances qui vont avec.
De l'autre côté, sur le front occidental, sur le front occidental, je dirais qu'il y a une sorte enfin, c'est pas un rideau de fer, c'est pas le terme, mais il y a quand même un refus de la part de l'Europe de voir la Russie, voir cette importance, et c'est aussi très lié à la politique énergétique. Et donc là, je pense que là où en fait on peut quand même dire que la Russie un statut un peu bancal en ce moment, c'est que sur sa politique énergétique, elle a une importance par rapport à l'Europe, mais maintenant que les États-Unis passent à d'autres sources d'approvisionnement, en fait, elle n'a plus ce pouvoir, disons, de chantage au pétrole qu'elle avait avant. Donc voilà, moi je serais plutôt en train de dire que elle est en train de se réinventer et que pour le coup la stratégie eurasiatique pourrait lui donner une consistance. Ivan, je vous voyais grimacer à propos de Vladivostok. Non, mais j'aurais plutôt voulu revenir sur... oui mais non en fait. Oui mais non, mais Vladivostok est à côté de la Chine. La Chine aujourd'hui en 2018 est une puissance économique réussie. Ils ont bien réussi à manipuler de toutes les manières possibles, mais surtout sur le déclin relatif de la Russie. Pourquoi, c'est une question que je pose, pourquoi est-ce que Poutine parle de retrouver la grandeur de la Russie d'antan? Pourquoi est-ce qu'ils ont envahi l'Ukraine? Pourquoi est-ce qu'ils ont annexé la Crimée? Il y a une espèce de... Mais c'est pas que la Russie, c'est aussi les États-Unis, c'est aussi la Chine. La Chine, faut pas l'oublier. Hein. Là, on est toujours dans une politique de retrouver la puissance d'avant. C'est quoi la puissance d'avant aussi? Donc, il n'y a pas eu de déclin de l'URSS et après de la Russie, mais il y a quand même le sentiment de s'être fait flouer par l'Occident, surtout par l'OTAN, le fait que l'OTAN existe toujours, et donc d'utiliser cette espèce de frustration pour, j'imagine, déclencher un sentiment nationaliste qui pourrait faire fonctionner et amener un idéal pour justement motiver les troupes. Clément, vous vouliez réagir? Je crois que surtout, c'est là la grande force de Poutine, c'est qu'il est arrivé à une période après Eltsine où il a compris que le peuple russe aspirait à quelque chose, et il a su remplir cette attente, ce manque d'ordre, et que c'est ce qui fait que il est au pouvoir depuis 20 ans. 20 ans maintenant. 18 ans. Ouais. Et que voilà, il a cette capacité, en effet, de par sa longévité, il a une autre... 20 ans au pouvoir, longévité comparée aux dirigeants occidentaux, et il a cette capacité donc à pouvoir envisager le temps politique comme du temps long, ce que n'ont pas forcément les dirigeants occidentaux, c'est-à-dire que penser à son prochain mandat, lui, il s'en fiche, entre guillemets, parce qu'il sait qu'il sera réélu. Puis il a dit qu'il se représenterait pas. Oui, mais jusqu'à ce qu'on change la Constitution. Jusqu'à ce qu'on change la Constitution. Mais il a... Alors, juste qu'on mette les choses au clair, il a dit qu'il ne modifierait pas la Constitution, qu'il ne se représenterait pas et qu'il ne serait pas Premier ministre. Alors, après on croit pas ce qu'il dit, mais au moins les propos sont sur la table, ils sont là. Oui, mais en tout cas, il a eu l'occasion pendant ces 20 ans d'avoir une considération du temps comme du temps long, du temps politique. Et je crois que c'est Hollande qu'en parlait dans des entretiens qu'il a donnés à l'occasion de la sortie de son livre Les leçons du pouvoir. Il parlait de la relation justement qu'il avait avec Poutine, et où il expliquait que globalement Poutine, la relation qu'il avait, c'est Poutine disait oui, vous êtes là, mais dans 5 ans j'en parle à un autre, en fait. Et je crois que c'est un atout qu'il a représenté pour la Russie, c'est-à-dire de pouvoir établir des plans sur 10 ans, ce qui est impossible à faire pour les puissances occidentales de par le régime établi dans la plupart d'entre elles. Ce serait donc un retour à la planification qu'il nous faut? Vous vouliez dire un mot, Rémi? Non? Ah non, vous préférez vous marier. D'accord, j'ai compris. Je rebondis un petit peu sur ce que vous disiez, j'ai pas oublié qu'on parlait d'économie de rente de la Russie, Ivan. C'est-à-dire
Économie de rente, c'est le fait que la Russie se base sur ses revenus pétroliers et gaziers. Ça marche pour l'instant, mais comme tout le monde a pu le voir plutôt brillamment, c'est que quand le prix du baril de pétrole s'effondre pile au moment où les sanctions européennes sont établies, eh bien ça provoque une crise économique en 2014 qui a déstabilisé non seulement toute la Russie, ça on n'en a pas forcément parlé en Europe, mais aussi l'Europe centrale, et la Chine en a profité, je diverge un peu, pour reprendre la région à son compte. Voilà. Mais il y a une vidéo assez intéressante, et j'enjoins nos auditeurs à aller la voir. C'est la vidéo du dessous des cartes de Jean-Christophe Victor qui parle de 2037 ou 2047. Donc une prospection comme ça de ce qui peut se passer, et la vision qu'il porte de la Russie en 2037 ou 2047 est assez intéressante. Voilà. Rémi, Moi, sur les... Oui. ce serait plutôt pour revenir sur cette notion de au temps long, avoir du pouvoir au temps long. Ça, c'est pas forcément une bonne chose. Là, en l'occurrence, ça peut être une bonne chose étant donné le caractère de Poutine qui veut gérer les choses tout seul. Ça marche très bien. On l'a vu avec même des dirigeants allemands, Angela Merkel, qui elle aussi est quand même restée là depuis un petit moment, et ça peut marcher. Ça peut marcher dans les pays occidentaux, mais après c'est pas forcément une bonne chose dans le sens où cette sorte de démocrature dans laquelle la Russie est. Ah, Oula. le mot est lancé. Ah, moi j'y vais. Hein. C'est bon. J'attaque directement, j'ai pas le temps. Cette sorte de démocrature dépend beaucoup de la personne, et donc c'est toujours un risque à prendre. Donc là c'est bien pour la Russie, mais peut-être que si Poutine ne se représente pas et que la personne qui va arriver après lui la personne qui va arriver après lui n'est pas dans cette dynamique, ça pourrait emmener la Russie dans une dynamique qui est complètement différente. Donc je voyais Ivan faire des signes. Non, dans les cloches. Oui, Ah oui, non, c'est les juste cloches, pour ça. Les cloches. Et j'aurais pas de dû le Notre-Dame, faire, ça d'accord. nous déconcentre un peu. Non, Clément. Bon, on s'écarte un peu du sujet peut-être, mais pour parler justement du régime en tant que tel, en tant que Français vivant sous la 5ème République, on sait que on parle de régime avec une plus faible intensité pour la France, mais où c'est la rencontre entre un homme et la nation. C'est ça l'idée qu'il y a derrière. On a dit ça pour la 5ème République. Ouais, on a dit ça pour la 5ème République, et c'est dans une autre intensité, c'est la même chose pour Poutine et la Russie. Bon, après, avec tous les limites qu'on peut mettre derrière, mais... Vladimir Poutine, c'est pas le général de Gaulle. Non, bien sûr, non. On va se mettre d'accord sur ce point. Bien sûr. Oui. Vous vouliez dire un truc, Ivan? Non, pas du tout. D'accord. Bien, oui, Ryoma. Non, c'était peut-être pour revenir sur l'économie, justement. Voilà, merci, j'allais le... Voilà, il y avait c'est peut-être on va peut-être essayer, entrer dans un registre un petit peu un registre des représentations, mais par exemple l'idée que l'on a de la Russie, est-ce que par exemple on a l'impression que la Russie épouse le modèle libéral en ce moment? Je pense que c'est plutôt ça la question la question centrale, c'est est-ce que la Russie correspond à notre idée du libéralisme, ou est-ce qu'il y a donc cette idée, pas forcément de planification, hein, je plaisantais à moitié, mais est-ce que finalement il y avait l'idée d'un gestionnaire, est-ce qu'on a l'impression d'un gestionnaire qui là pour le coup est incarné dans la personne d'Emmanuel Macron? On a quand même plutôt l'impression d'avoir un manipulateur médiatique et militaire de première catégorie, mais pas forcément un économiste. Est-ce que concrètement on a l'impression, on serait prêt à dire que la Russie détient un modèle économique? Ça, j'en suis pas sûr. Et je crois qu'elle en a pas besoin pour peser sur le monde, pour avoir un poids diplomatique. C'est là toute la ruse qui est celle de. C'est le cœur de ce débat d'ailleurs. De Poutine. C'est que finalement on peut être un monstre économique et avoir très peu de poids diplomatique, et on peut... Vous pensez à quel pays là par exemple? On peut penser par exemple la Chine, qu'on voit très peu intervenir.
Ne vous inquiétez pas, ça va venir. Ça va venir. On va aller faire un tour chez les Coréens pour leur demander. Non, mais quand on voit l'omniprésence de Poutine sur les dossiers syriens, sur l'ensemble des dossiers actuels, c'est sûr que c'est un autre niveau quand même. Et je disais oui, comment la représentation collective qu'on se fait d'une nation, d'un pays, et je crois quelque chose de très important, et qu'il donne à ce pays un poids diplomatique qui n'est pas négligeable. C'est la doctrine du soft power, donc. Alors, Ivan, vous vouliez rajouter un truc Oui, avant juste qu'on ne change... 2 ou 3 secondes. Le fait, c'est peut-être aussi le fait qu'on entende la Russie beaucoup, c'est que on est ici en Europe et que on n'a finalement pas vraiment quitté cette vision de la Russie qui était elle avant l'URSS, c'est-à-dire de l'ennemi menaçant. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on en entend parler beaucoup, et Monsieur Poutine, qui est loin d'être un imbécile, utilise vraiment cette image de monstre un peu difforme, on ne connaît pas très très bien les contours et ce qui se passe à l'intérieur, et pour justement avoir une espèce de prépondérance médiatique et dans le monde, et utiliser ça pour son image. Voilà. Rémi, un dernier mot ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec cette notion de... On ne sait pas trop ce que la Russie est, et c'est ce que disait le cardinal de Retz, je crois. On sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens. Je lève un peu le niveau, vous voyez. Ah bah merci. Et la Russie joue très bien là-dessus. Elle avait le mérite avant avec l'URSS, on savait qui c'était le communisme, c'était un bloc complètement opposé aux États-Unis, c'est ce qu'ils voulaient. Aujourd'hui, on ne sait pas trop, ils vont là où ils veulent. En général, ils s'opposent toujours aux États-Unis, c'est pas toujours le cas. En Syrie, ils sont contre, ils sont pour certaines personnes parfois, pas pour d'autres. On sait pas trop comment ça se passe, donc on peut pas trop savoir où est-ce qu'ils vont, et on peut pas trop savoir comment ils vont réagir, et donc ça c'est assez intéressant. Ça lui donne un pouvoir diplomatique, on sait, notamment avec ce vote au Conseil de sécurité, il pourra toujours avoir un veto dont on sait pas quelle sera la direction, et ça c'est une grande force, je pense, diplomatique de la Russie, qu'elle va garder, et qui peut encore beaucoup lui servir pour l'empêcher de continuer ce déclin dont on parle, ce déclin économique. Vous vouliez rajouter un mot là-dessus ? Bah ça tombe bien. Je prends le fait que vous parliez du conflit au Moyen-Orient. On remarque une position très très forte de la Russie dans ce dossier, puisque à chaque fois, pour des interventions, il faut toujours passer par la Russie d'une façon ou d'une autre, puisque la Russie est alliée avec Bachar el-Assad, entre autres. Tout ça fait que la Russie est centrale dans ce dossier, dans ce conflit qui dure maintenant depuis 7 ans, si je ne m'abuse. Voilà, 7 ans. Alors, je pense qu'on a plus ou moins décrit la raison pour laquelle il est si central dans ce dossier, mais j'aimerais bien qu'on l'explicite une bonne fois pour toutes. Pourquoi ici en particulier ? Je crois que sur la question syrienne, pour ouvrir le dossier syrien, tout d'abord la place qu'on a laissée à Poutine dans ce dossier, c'est la place que n'a pas voulu prendre Obama au début du conflit, et pour élever un peu le débat, c'est vrai que la nature a horreur du vide, et donc c'est dans cet appel d'air qui a été celui des Occidentaux. On a senti la France qui au début voulait peut-être y aller, mais on ne sait pas trop. En fait, on attendait que ça bouge de l'autre côté de l'Atlantique, et en fait on n'a rien fait. Et ben c'est finalement Poutine qui s'est engouffré là-dedans, parce que si on regarde, il s'est engouffré assez tard en fait dans la chronologie des événements. Et ben maintenant qu'on s'intéresse au dossier, en effet, il devient l'acteur incontournable du dossier, ouais. Ryoma. D'ailleurs, je fais remarquer de manière tout à fait neutre que, on sait, Ivan et moi, nous étions un peu intéressés à la question récemment sur l'influence qu'a la Russie. Bon, alors pas tout de suite au Moyen-Orient, mais en Asie centrale, c'est aussi un endroit, c'est une zone géographique qui est peut-être moins sous le feu des projecteurs, mais là aussi la question se pose de manière assez pressante. Mais d'une certaine manière,
on voit que la Russie, là pour le coup, est dans une dimension très classique en fait de la stratégie, et que elle essaye finalement d'aller vers le sud. C'est toujours c'est un peu d'un point de vue historique la stratégie qu'elle a eue. Alors les pays qui sont donc entre la Russie et l'Inde, la Russie et l'Égypte, concrètement sont précarés, et donc on a en tout cas l'impression qu'elle maintient une position qu'elle a toujours eue, même si les enjeux ne sont plus les mêmes. Et je pense que ce qui, à mon avis, fait la différence de la Russie vis-à-vis du reste des pays, on va dire, occidentaux, et du reste de ceux qui sont un petit peu, qui sont arrivés un peu plus tard, je pense que la Russie, là, pour le coup, avait peut-être le discours, le discours, disons, qu'il fallait, à mon avis, pour pouvoir s'imposer dans dans le conflit. Et pour le moment, j'ai l'impression quand même qu'elle joue un peu au chantage. C'est juste une impression, mais c'est ce que j'en retire. Ivan ? Pour revenir sur En 2 minutes. Oui, le conflit syrien, il ne faut pas oublier que la Syrie, ça a été toujours une base avancée pour la Russie et avant pour l'URSS. Donc il est normal aussi que la Russie intervienne et comble un peu le vide qui a été laissé par Obama. Je ne sais pas ce que ça aurait donné si Obama avait décidé de bombarder le pays, qu'il a bombardé d'ailleurs. Mais il faut remettre ça dans le temps. C'est le premier conflit majeur dans lequel s'investit la Russie après la crise de 90 et surtout après son conflit avec l'Ukraine. Et donc c'est un peu une continuité assez logique dans la politique de Poutine de faire parler de lui encore et encore. Voilà. Merci d'avoir été concis. Rémi ? Je suis tout à fait d'accord avec ça. En 2 minutes aussi. Ok, on va aller vite. Je suis tout à fait d'accord avec ça aussi, et je pense que cette idée de prendre la place qui est laissée, c'était certainement pour jouer son rôle diplomatique qu'elle veut jouer. Elle veut reprendre un rôle, donc forcément il faut qu'elle se mêle de un peu toutes les affaires, tous les gros coups qu'elle peut trouver. Il faut qu'elle s'y mêle, ce que les États-Unis n'ont plus besoin de faire. On sait qu'ils sont une très grande puissance, même si c'est peut-être un peu en déclin aujourd'hui. Un conflit qui n'a pas à les intéresser, ce qui était le cas au début de la Syrie, c'était quelque chose assez éloigné. Ils sont plus les gendarmes du monde, ils sont pas assez intéressés. La Russie, elle veut devenir un géant diplomatique, donc il y a un trou, elle fonce, et cette notion je suis tout à fait d'accord, c'est une très bonne continuité de la Russie, c'est une très bonne continuité de même la politique de Poutine, et ça marche très bien. Aujourd'hui, la Syrie, ça passe par Poutine, passe par Poutine. S'il veut que ça s'arrête, il pourrait faire que ça s'arrête. Exact. Faire que ça s'arrête. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de dynamiques, il y a beaucoup de négociations qui se basent sur un refus de la Russie, c'est compliqué à dire, un refus de la Russie. Et donc on sait que si elle voulait y mettre un peu du sien, si elle voulait laisser un peu de côté ses intérêts, ça pourrait aller plus vite vers une pause qui serait un peu plus calme pour la Russie. Là, c'est la bombe de fin de débat. Si j'entends bien ce que vous dites, ça veut dire que la Russie peut, comme ça, mettre fin au conflit. Merci. Non, mais qui est la puissance prépondérante maintenant en Syrie? Si les Russes demain choisissent d'abandonner Bachar al-Assad et de dire on ne veut plus de Bachar au pouvoir, el-Assad au pouvoir, il y a de grandes chances qu'il n'y soit plus aussi. C'est pas parce que el-Assad est le pouvoir dominant maintenant que si les Russes décident de ne plus l'appuyer, il continuera à être ce pouvoir dominant. Merci à tous les quatre, Ivan Zulfikar-Pašić, Ryoma Takeuchi, Clément Le Fur et Rémi Ravel, d'être passés par le studio. Voilà, on est arrivé au bout de ce débat. 18h58 sur LVE. Merci de nous avoir écoutés, peut-être depuis 18h. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure, au même endroit également, pour un nouveau numéro de LVE Weekend. Et je vous le dis tout de suite, dans la question de la semaine, il y aura une très grande surprise. Voilà, je vous dis pas ce que c'est, sinon c'est plus une surprise. Voilà, merci de nous avoir écoutés. 18h58, on se retrouve donc la semaine prochaine à 18h. Bonne soirée à tous.